Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International en compagnie d'Antoine Bondaz pour une série d'émissions au micro de RTI en sa compagnie. Antoine Bondaz est chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, la FRS. Il y dirige notamment l'Observatoire du multilatéralisme en Indo-Pacifique au profit du ministère des Armées ainsi que les programmes Corée et Taïwan. Ses recherches portent sur la politique étrangère et de sécurité de la Chine, de Taïwan et des deux Corées et les questions stratégiques en Indo-Pacifique. Et pour terminer notre entretien avec Antoine Bondaz, ce quatrième et dernier volet traitera principalement de la vision de la France et plus particulièrement ici la vision des médias français sur Taïwan. Quelle est ton opinion, toi, du traitement de Taïwan par les médias français ? On en a beaucoup parlé dans la conférence qu'on avait réalisée au Pigeonnier avec les correspondants, ce qui est très récent. Hein, je ne sais pas si tu étais au courant, mais c'est très récent qu'on ait des correspondants français pour des journaux francophones à Taïwan. Ça date de 3, 4, 5 ans. Toi, en tant que chercheur qui est invité régulièrement sur ces plateaux télé pour parler de Taïwan, comment tu vois, et est-ce que tu vois quand même des différences particulières entre certains médias, que ce soit radio, télé, etc. Je dirais il y a deux dynamiques. La première dynamique, c'est qu'on n'a jamais parlé autant de Taïwan en France. On le voit, moi j'avais fait les statistiques à travers un moteur de recherche, Factiva, sur les publications alors textuelles. Et on voyait qu'entre 2019 et 2021, une explosion du nombre de références à Taïwan dans les médias français. Taïwan peut faire la une des médias français. Et puis, la voix donnée ou la voix des Taïwanais est de plus en plus écoutée. Il faut quand même réaliser que le représentant du bureau de représentation de Taipei en France, l'ambassadeur François Wu, n'était pas interviewé dans les médias avant 2022. Il y avait une forme de plafond de verre qui n'avait aucun sens, encore une fois. Qu'on n'ait pas de relation diplomatique avec la République de Chine-Taïwan ne veut pas dire qu'on ne puisse pas interviewer le représentant entre guillemets, des Taïwanais en France. Donc ça a sauté en 2022. Tellement sauté que non seulement il multiplie les interviews dans les chaînes d'infos en continu, il est interviewé y compris dans les matinales. C'était le cas dans les 4 vérités, par exemple, de France Télévisions, de France 2. Donc ça, c'est important. Donc on n'a jamais autant parlé de Taïwan. En même temps, la couverture médiatique sur Taïwan, aujourd'hui, on en parlait un petit peu auparavant, elle est biaisée, et c'est en partie normal. Elle est biaisée parce qu'évidemment, on fait le lien entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui pourrait se passer à Taïwan. Et donc, on a une couverture médiatique qui parle de Taïwan avant tout dans la relation avec la Chine. Et sur le risque de guerre. Donc, on a une couverture qui est souvent très alarmiste, souvent pessimiste, et en tout cas biaisé sur certains sujets très précis. Par exemple, si on lit la presse française ces dernières semaines, on a l'impression qu'il y a un mouvement mais énorme dans la société civile pour que toutes les femmes s'entraînent à se défendre et qu'on, entre guillemets, les femmes taïwanaises en armes. Quand on est à Taïwan, c'est pas vraiment l'association, et dans les discussions qu'on a avec tout le monde, dans ce qu'on voit dans la couverture médiatique, c'est pas ça. Qu'il y ait une évolution par rapport à il y a quelques années, bien sûr. Qu'il y ait des groupes qui sont en train de se constituer, la Kuma Academy, tout ça, bien sûr. Mais il ne faudrait pas donner l'image d'une société qui, aujourd'hui, est une société en armes, comme la société ukrainienne. On n'en est pas là. Donc ça, je dirais que c'est un biais qui est important, qui n'est pas dû aux journalistes qui sont ici, qui est dû à la façon dont la ligne éditoriale ou la commande d'articles peut être faite depuis Paris. Et dans les documentaires, ça peut être pire, parce que dans les documentaires, on peut avoir des scènes qui sont semi-jouées, et pas simplement filmé. Donc ça, c'est ce qui est important. C'est pour ça aussi que pour les chercheurs, c'est bien de venir à Taïwan, parce que quand on travaille avec les sources françaises, mais aussi anglo-saxonnes, on ne travaille pas que sur les journaux français ou francophones, on a un biais. Et on sait très bien que les journaux sont biaisés. Je ne dis pas que les journaux ne font pas leur boulot, etc., mais un journal et une couverture médiatique a toujours un biais, c'est normal. Donc le but, c'est d'en avoir conscience et d'être capable de la rééquilibrer. Et donc venir sur place, rencontrer les gens, est une façon de rééquilibrer un petit peu une couverture médiatique, en tout cas la façon dont on peut interpréter ce qu'on lit. Et donc voilà, moi je me réjouis qu'on parle plus de Taïwan, j'aimerais qu'on parle un peu plus de Taïwan
et pas de la relation entre Taïwan et la Chine, et que quand on parle de la relation entre Taïwan et la Chine, qu'on ne soit pas uniquement alarmiste. Donc à la fois, évidemment qu'il faut rappeler que la Chine veut changer le statu quo. Il faut rappeler que l'ambition de la Chine, c'est de prendre le contrôle de Taïwan. C'est le cas depuis 1949, depuis la création, la proclamation de la République populaire de Chine. La, entre guillemets, réunification de Taïwan avec le continent, c'est présenté aujourd'hui comme la mission historique du Parti communiste chinois. Alors je dis réunification entre guillemets, parce que, toujours le rappeler, Taïwan n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine. Et en même temps, est-ce que la Chine va attaquer demain ? En tout cas, on n'en a aucun signe. Ce qu'il faut bien comprendre, pour résumer, c'est qu'on a une ambition de la Chine qui n'a pas changé. Par contre, on a une radicalisation de la politique chinoise, ça c'est clair. Une stratégie de pression sans précédent sur Taïwan, économique, politique, militaire, diplomatique. On a des capacités chinoises qui, évidemment, s'accroissent de façon considérable ces dernières années. Juste un chiffre. L'augmentation du budget militaire chinois en 2023 équivaut au budget de la défense taïwanais. Et puis, quatrièmement, on a une comparaison internationale avec ce qui se passe en Ukraine. Donc, évidemment que ça inquiète. Et c'est légitime et c'est normal. Par contre, il faut un tout petit peu relativiser, un tout petit peu contextualiser, parce que le risque, autrement, c'est d'être contre-productif. C'est de se dire, il va y avoir une guerre, il va y avoir une guerre, il va y avoir une guerre, il n'y en a pas. Donc, en fait, on arrête de parler de Taïwan, alors qu'il y a bien un risque, il est bien réel, mais il n'est pas forcément celui d'une guerre, il n'est pas forcément celui d'une invasion. Ça peut être celui d'un blocus, ça peut être celui de manœuvres et d'opérations informationnelles, comme il y en a tous les jours depuis la Chine sur Taïwan. Et donc, c'est entre guillemets dans cette nuance et dans cette diversité des scénarios qu'il faut essayer de s'intégrer, plus que dans la seule obsession sur est-ce que la Chine va attaquer demain. Ouais, je le vois par exemple au niveau des Taïwanais en Chine qui eux-mêmes ont des fois alors, certaines personnes, je dis pas tous, mais ont des biais politiques qui commencent à se faire ressentir de plus en plus intenses dans leur vue plutôt pro-Chine, plus pro-réunification, qui n'était pas présente tant que ça. Alors moi, je parle vraiment au niveau personnel dans ce cas-là, mais dans les conversations que j'ai eu des conversations quand même avec des grands chefs d'entreprise qui étaient en Chine, notamment, je sais pas si tu connais Crown, le fabricant de valises. À l'époque, c'était pas du tout les discours qu'on voit maintenant, et ça a beaucoup évolué, même au niveau des Taïwanais en Chine, et qui sont implantés en Chine depuis des années. De moins en moins, ils ont envie de rentrer à Taïwan. Il y a plein de choses comme ça, des petits signes qui, au final, sont beaucoup plus, pour moi, en tout cas, beaucoup plus dangereux qu'une vraie menace c'est hyper militaire. important d'avoir toute cette diversité des opinions. Oui, les Taïwanais pensent pas tous pareil. Oui, il y a des Taïwanais qui sont proches de la Chine, pour des intérêts personnels, pour des intérêts particuliers, des intérêts financiers, etc. Oui, il y en a qui veulent une amélioration véritable des relations avec la Chine, et ils le veulent sans potentiellement et sans toujours savoir si c'est possible, mais ils le souhaitent. Et donc, il y a cette diversité des opinions. Ce qu'il faut, c'est que dans les travaux, que dans les médias, ça arrive à être représenté. Parce que Taïwan, encore une fois, et tant mieux, comme toutes les démocraties, on a une diversité d'opinions. On a des gens qui se font la gueule, on a des gens qui s'engueulent, on a des gens qui ne pensent pas pareil, et ça, il faut aussi le rappeler. Et toute la couverture médiatique ou en matière de recherche qui serait simpliste ou réductrice, évidemment, ferait pas honneur à la nature du débat à Taïwan, qui est d'ailleurs pas forcément un débat toujours intéressant et de bon niveau, hein, comme en France, comme dans d'autres pays. Hein. Il y a quand même des débats dans la classe politique taïwanaise des fois qui sont complètement cons, et on se dit, mais comme dans la classe politique de plein d'autres pays, on se dit, pourquoi vous perdez votre temps à parler de ça alors qu'il y a des vrais sujets de fond pour le coup à Taïwan. Mais voilà, c'est rappeler in fine que Taïwan, c'est en fait, c'est comme partout ailleurs, quoi. Il y a une classe politique qui est divisée, il y a des intérêts particuliers, il y a des élections, donc pour gagner des élections, on peut avoir tendance à tordre un petit peu les faits parfois, et puis il y a des enjeux de fond, et c'est là où les journalistes et notamment les chercheurs doivent aussi se concentrer sur ces enjeux de fond, et la conséquence que ces débats politiques, la conséquence que ces élections peuvent avoir sur les débats de fond. Et justement, au niveau de la classe politique française, comment est traitée la question taïwanaise? Comment ils consultent un petit peu les chercheurs aussi, de ton expérience en tout cas, comment ils te consultent pour avoir une approche sur Taïwan? Est-ce qu'ils ont une approche sur Taïwan?
Faut être clair, la classe politique en général française s'intéresse pas beaucoup aux questions internationales. Deuxièmement, les partis politiques en général, je dis bien en général, ont assez peu de liens avec le monde, en tout cas de liens institutionnalisés avec le monde académique ou le monde de la recherche ou le monde de l'expertise. Ça va plus être des relations interpersonnelles que des relations institutionnalisées. Et c'est d'ailleurs une faiblesse de la France. Il y a un manque d'intérêt des politiques et une expertise sur les questions internationales qui n'est pas bonne. Alors il y a quelques exceptions, comme toujours, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, des gens qui connaissent bien Taïwan, qui connaissent bien la Chine, qui s'intéressent à ces sujets, mais dans l'immense majorité, les parlementaires s'y connaissent très peu. Et ça, c'est un problème. Le problème, pour moi, c'est pas tant la prise de position de certains partis. On peut penser par exemple aux prises de position de Jean-Luc Mélenchon en août 2022 sur la question de Taïwan pendant la visite de Nancy Pelosi à Taipei. Mais une grande partie des gens de la France insoumise n'ont pas une position sur la Chine ou Taïwan qui est une position politique réfléchie dans le sens où il y a une stratégie politique derrière. C'est parfois beaucoup d'incompréhension ou, je ne vais pas dire, de manque de connaissances, tout simplement, sur la réalité de ce qui se passe. Avec des éléments de langage qui sont parfois réutilisés, qui sont ceux que la Chine essaye de mettre en avant, et c'est leur boulot, entre guillemets, au Parti communiste chinois, d'essayer d'imposer leurs éléments de langage à l'étranger. Donc je dirais que le principal problème sur Taïwan ou sur la Chine, en France, c'est pas celui de clivage politique, c'est celui d'une méconnaissance en règle générale, et pas simplement à LFI, c'est aussi le cas dans les grands partis, pour être très clair, sur ces questions-là. Et moi, j'ai toujours dit publiquement que je me désole du fait que la Chine ne soit pas un objet du débat politique. Alors, je ne souhaite pas que la Chine soit utilisée par des entrepreneurs politiques, la Chine ou Taïwan, à des fins purement politiques. C'est-à-dire que si le but, c'est juste de cracher sur la Chine pour gagner une élection, ou de mettre en avant « Ah oui, mais la démocratie à Taïwan, nanana, etc. Et donc, je vais gagner une élection », c'est contre-productif. Non, ce qu'il faut, c'est traiter du sujet de Taïwan, traiter du sujet de notre relation plus largement, en tout cas dans la région, avec la Chine, parce que ça, c'est fondamental, de façon la plus réaliste possible, la plus pragmatique possible et la plus documentée et informée possible. Et aujourd'hui, on n'en est pas là. Et moi, je trouve que c'est ça le problème. En France, on a une classe politique dans son ensemble qui connaît très peu le sujet. Et au plus haut niveau politique, il faut être aussi honnête. Et je vais reprendre, parce qu'ils sont quand même obligés de prendre des décisions sur ces sujets-là. Et ils doivent prendre des positions. Il y a quand même des textes de loi sur lesquels ils doivent voter, sur lesquels ils doivent répondre à des questions par rapport à la situation de la France par rapport à Taïwan. Donc c'est quand même un peu inquiétant de voir des politiques qui prennent des décisions sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Disons que sur l'Ukraine, le niveau a sûrement monté, j'imagine qu'il a monté ces derniers mois, sur Taïwan, plus largement sur la Chine, encore plus largement sur l'Indo-Pacifique. Le niveau des parlementaires en général n'est pas bon. Après, vous avez des gens qui sont très bien, des gens comme Éric Bothorel, comme Anh Jeontae, parce que, soit du fait de leur responsabilité au sein des groupes d'amitié, ou de leur circonscription. Anh Jeontae étant de mémoire la 11e circonscription, donc celle des Français, je crois que ça doit être la 11e, connaissent mieux le sujet que les autres, et c'est normal. Mais je dirais que plus largement, on a le niveau de parlementaires qui n'est pas suffisant. Il faudrait davantage d'auditions, mais les auditions, et ça c'est une critique très française, mais les auditions elles ne sont pas toujours de bon niveau. Alors, il y a des auditions d'excellent niveau, faut être très clair, mais les auditions sur la Chine n'ont pas toujours été très bonnes, et ça, il faut évidemment bien choisir les intervenants, et aussi que les députés ou les sénateurs participent aux auditions, non pas juste pour dire qu'ils y sont, mais dans l'optique d'apprendre des choses, de pouvoir se faire une idée et de pouvoir peser sur la politique étrangère. Et moi, c'est quelque chose qui me pose problème en France, c'est qu'on a une politique étrangère qui est beaucoup trop concentrée, et quel que soit le président, c'est pas une critique du président actuel, qui est beaucoup trop concentré. Je veux dire, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont quasiment pas de rôle en matière de politique étrangère. Ils ont un rôle très faible sur le plan institutionnel, constitutionnel, et dans la pratique, un rôle encore plus faible. Les partis politiques, dans leur ensemble, ne font pas leur boulot. Les partis politiques ne font pas leur boulot de construction d'un programme, y compris en matière de politique étrangère, qui va aller piocher dans la société civile, les gens qui s'y connaissent, qui sont prêts à discuter avec tout le monde. Et moi, par rapport aux partis politiques, j'ai aucun problème à parler avec tous
les partis politiques. Dans le sens où moi, je ne suis pas un conseiller politique. Moi, je peux apporter une expertise technique, et que ce soit des gens de LFI, du Rassemblement National, des Verts, des Républicains ou de En Marche, qui doit s'appeler Renaissance maintenant, si quelqu'un me pose une question sur les relations Chine-Taïwan, quel que soit le parti politique, j'aurai la même réponse. Parce qu'il n'y a pas de raison que j'ai une réponse qui varie en fonction du parti politique. Après, si les partis politiques me demandent de les conseiller sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, là, on change potentiellement de dimension, et là, je ne conseillerais pas forcément tous les partis. Voilà, donc on va toucher à la fin de cet entretien qui était très intéressant. Franchement, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. Et donc cette dernière question est un peu plus légère, on va dire, sur quel est ton arch némésis des plateaux, ton ennemi juré lors des débats sur Taïwan. Franchement, j'en ai pas. J'en ai pas parce que c'est justement le plus intéressant. Quand on est d'accord avec les autres sur les plateaux, c'est pas très fun. Ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord et d'essayer de démonter ses arguments, d'essayer de démontrer qu'on a raison, en tout cas que son analyse est plus pertinente que celle des autres. Donc en fait, plus il y a de challenge dans les débats, plus c'est intéressant. Et si demain il fallait faire un débat avec l'ambassadeur de Chine en France sur la question de Taïwan, moi j'aurais aucun problème. Aucun problème dans le sens d'accepter ce genre d'invitation et de participer à ce débat. Et juste une anecdote, une de mes toutes premières télés, il y a maintenant quasiment 12 ans, c'était sur, à l'époque, CCTV, donc ce qui est devenu maintenant CGTN, donc la télévision chinoise, et la télévision en anglais, donc ça devait être CCTV 4, je crois, de mémoire. À l'époque, CCTV 9 était français, CCTV 4 l'anglais. Et j'étais doctorant, j'étais à l'université de Tsinghua, et je travaillais notamment dans le centre sino-américain du Carnegie Tsinghua. Et la direction du centre me dit « Ah bah tiens, il y a une interview télé, on t'envoie ». Alors moi j'étais là, écoutez, j'ai pas l'habitude de faire des télés à l'époque, donc c'est un peu impressionnant, d'accord. Mais il n'avait pas donné vraiment le sujet, en me disant juste « Non mais c'est ton sujet ». Et en fait, c'est quand je suis dans le taxi que je comprends qu'en fait, c'est un sujet sur Taïwan, parce que de mémoire, le président Hollande devait être en visite en Chine, et donc il faisait un débat sur la position française sur Taïwan. Le débat, le piège absolu. Et je me retrouve donc sur CTV4 en anglais. J'avais un peu de mal en tout cas plus de mal à parler il y a 12 ans qu'aujourd'hui, avec le directeur, je crois, des études américaines de l'Académie des sciences sociales en Chine, qui est quand même une institution hyper importante, à parler de Taïwan. Et là, je me suis dit, super, les Américains m'ont, entre guillemets, vraiment, ont cherché à m'apprendre la vie, à me bisuter comme le jeune premier. Et ça s'était très bien passé, c'était extrêmement intéressant. On n'était pas d'accord, mais ça s'était bien passé. Et c'est ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est que, évidemment, qu'il y ait des débats qui soient contradictoires. Évidemment que certains chercheurs, par exemple, seraient prêts à dire il faut qu'un ministre aille demain à Taïwan, il faudrait que ça se fasse tout de suite. Après, il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on n'est pas forcément d'accord, et c'est justement ces débats qui sont les plus intéressants. Et si ça peut permettre de susciter l'intérêt des auditeurs, de convaincre certaines personnes de l'importance de ces sujets, et in fine d'avoir un impact sur la prise des décisions, pour le mieux, pour le pays et pour l'intérêt des Français, bien tant mieux. C'est donc sur ces paroles que se termine cette série d'émissions en compagnie d'Antoine Bondaz sur les questions géopolitiques, sur la vision de la France par rapport à Taïwan, sur les améliorations que doivent engager les hommes politiques français pour mieux connaître Taïwan et les questions autour de cette île, que cela ne se résume pas que à TSMC, Prologium et la vision chinoise qu'a de Taïwan, mais vraiment une connaissance plus profonde de cette île et de sa diversité, notamment à travers Radio Taïwan International. Cela peut être un vrai pont pour mieux connaître Taïwan, ou en tout cas je l'espère. En tout cas, merci beaucoup à Antoine Bondaz de nous avoir rendu visite. C'est la fin de cet épisode. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet. Merci à tous de suivre Radio Taïwan International. Excellente journée à tous.